Mm. Bonjour à tous, je suis Cécile Meix, pharmacien biologiste dans le service de microbiologie clinique au CHU de Liège. Dans la suite de la présentation générale que vous a fait mon collègue Sébastien Bontemps sur les indicateurs qualité en microbiologie, je vais maintenant me focaliser sur quelques exemples concernant la phase préanalytique. Alors, on a souvent tendance à penser que le laboratoire gère principalement la phase analytique, mais néanmoins, il faut rester conscient qu'il est également de la responsabilité du laboratoire de guider le clinicien dans le choix rationnel des analyses, de l'aider à réaliser un prélèvement de la qualité la meilleure possible et de superviser également les conditions de transport de l'échantillon. Et donc, la partie analytique, au final, s'inscrit dans tout un processus qui inclut, qui commence au niveau du patient malade et qui inclut la prescription par le médecin, le prélèvement de l'échantillon et son transport jusqu'au laboratoire. Et donc, il est important de savoir que le concept de garbage in, garbage out va définir tout le processus analytique. Cela signifie qu'un prélèvement de mauvaise qualité qui arrive au laboratoire ne pourra pas entraîner la production de résultats de qualité. Donc, il est très important, en microbiologie comme dans les autres laboratoires, que les biologistes aient un contrôle sur toute cette phase préanalytique. Alors, ceci va se faire grâce à la mise en place d'un manuel de prélèvement bien complet et également par une discussion avec les cliniciens pour pouvoir assurer la prise en charge optimale par la connaissance des données cliniques épidémiologiques. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous focaliser sur les considérations préanalytiques. La qualité du prélèvement, de quoi va-t-elle dépendre? D'abord, va-t-on faire, quel prélèvement faire en fonction de ce que l'on veut rechercher? À quel moment faire ce prélèvement? Comment le réaliser de la manière optimale? Avec quel dispositif? Et comment le transporter au laboratoire? Et puis comment le conserver préalablement à son analyse? Dans le processus de prise en charge du patient, tout commence par la prescription. En fonction des indications cliniques, le choix du prélèvement à réaliser et le choix des analyses va être crucial. Et nous devons aider le clinicien à faire cette bonne sélection. Comment les aider? En leur mettant à disposition des prescriptions, que ce soit des prescriptions papier ou des prescriptions électroniques, qui vont les aider à faire leur choix en fonction du contexte clinique du patient. Enfin, il est important que nous les informions des règles INAMI en vigueur pour le remboursement des analyses prescrites, puisque certaines analyses vont être remboursées dans certaines conditions dépendant de différents facteurs que nous allons voir ensemble. Donc, la demande d'analyse doit être formulée pour permettre au clinicien de cibler les recherches qu'il veut faire sur un prélèvement. Donc, l'idée n'est pas que face à une symptomatologie, le clinicien prélève toute une série de matrices et prescrive l'entièreté des analyses sur ceux-ci. Donc, l'idée, c'est de cibler en fonction des symptômes du patient les bons prélèvements à réaliser et de sélectionner les analyses utiles. Alors, il faut savoir que dans certains cas de figure, en fonction du type de prélèvement réalisé, on va avoir une limite dans le volume disponible. Et donc, il est important que le laboratoire aide aussi le clinicien à sélectionner les analyses les plus pertinentes sur le prélèvement réalisé pour utiliser le volume disponible à bon escient. Sur la demande d'analyse, il est également important de préciser les agents pathogènes particuliers suspectés. C'est très important en microbiologie parce que les méthodes qui vont être utilisées au laboratoire, que ce soit pour la culture, avec le choix de milieux de culture spécifiques ou pour la PCR, les choix de ces analyses va dépendre des micro-organismes suspectés. Et donc, si on suspecte une légionellose, des milieux supplémentaires vont être ajoutés, une PCR peut être sélectionnée.
Par ailleurs, certains pathogènes qui pourraient être suspectés chez un patient sont également avec un degré de dangerosité pour le personnel de laboratoire plus important. C'est le cas notamment des brucellas. Et donc, lorsqu'il y a une suspicion d'un agent qui présente un risque plus élevé pour le personnel de laboratoire, eh ben, il est également recommandé aux cliniciens de nous informer afin que les précautions adéquates puissent être prises. D'autres informations sont également utiles sur la demande d'analyse, les données cliniques, la notion d'une antibiothérapie qui aurait été déjà prise par le patient qui pourrait expliquer une culture négative, la notion de voyage et notamment dans quelle région du monde ce voyage a eu lieu. Et donc, toutes ces informations vont permettre au laboratoire de choisir les meilleures techniques, les meilleures cultures, les meilleurs milieux de culture pour mettre en œuvre les analyses et vont aider le laboratoire ensuite à interpréter les résultats. Alors, concernant les demandes d'analyse, des indicateurs qui peuvent être mis en place, c'est le pourcentage de prescriptions incorrectement remplies. Donc, pour rappel, une demande d'analyse doit reprendre l'identification complète du patient et du prescripteur, l'origine du patient, la date et l'heure de prélèvement, la nature précise du prélèvement et les analyses demandées. Si certaines informations sont manquantes, eh bien forcément, cela va avoir des conséquences sur la prise en charge de l'échantillon. Et donc pour vous illustrer ceci, voici un exemple de prescription comme on peut les recevoir. Donc ici, il s'agit d'un patient qui était en ORL et pour lequel on a reçu un frottis. Et vous voyez ici qu'on a uniquement les analyses cochées, mais qu'on n'a aucune information sur la nature du prélèvement. Alors, la mise en culture est réalisée au laboratoire. Ici, je vous montre le résultat de cette culture avec un peu de flore cutanée, quelques entérobactéries. Dans ce cas-là, sans idée de l'origine du prélèvement, il est difficile pour le laboratoire de pouvoir interpréter ce résultat. Et donc, nous avons la chance pour les patients hospitalisés ou les patients en consultation de pouvoir consulter leur dossier médical. Et ici, en l'occurrence, il s'agissait d'un abcès périorbitaire gauche. Donc, c'était une information assez importante parce qu'en ORL, ça aurait pu être un prélèvement d'oreille, un prélèvement de sinus et l'interprétation aurait tout à fait été différente. Alors, ce qu'on peut souligner également, c'est qu'ici, il y a eu une intervention chirurgicale, il y avait du pus au niveau de cet abcès. Malheureusement, nous, au laboratoire, on n'a reçu qu'un seul frottis, qui n'est pas un prélèvement de qualité, nous y reviendrons. Et donc, tout ceci vous illustre que parfois, on est confronté au laboratoire à des difficultés d'interprétation en raison à la fois d'une prescription incomplète et d'un prélèvement réalisé qui est non optimal. Si on revient à la prescription, les règles INAMI sont en vigueur pour toute une série d'analyses en microbiologie. Il y a notamment des règles de maximum, des règles de cumul et également des règles de diagnostic. Alors si on se concentre sur ces dernières règles et notamment en ce qui concerne tous les codes récents qui sont alloués au PCR, on voit que dans un certain nombre de cas, il y a vraiment des informations cliniques qui doivent être répondues par les cliniciens pour permettre le remboursement de ces analyses. Alors, ça évolue, les règles, les codinamies sont de plus en plus nombreux en biologie moléculaire notamment, mais néanmoins on remarque toujours un certain retard sur les connaissances et un décalage entre les techniques proposées et le remboursement existant qui fait que malheureusement certaines analyses ne sont pas encore actuellement remboursées. Venons-en au prélèvement. Il existe en microbiologie différents types de prélèvements. D'une part, ceux qui proviennent de sites normalement stériles, comme le sang, le liquide céphalorachidien ou les liquides biologiques profonds, et ceux qui proviennent ou qui passent par des sites avec une flore commensale. C'est le cas pour les selles, les prélèvements du tractus respiratoire, les prélèvements de lésions cutanées, prélèvements génitaux et les urines. Ces prélèvements
sont issus d'un compartiment dans lequel on trouve des micro-organismes à la base ou traversent des structures qui peuvent être potentiellement colonisées par une flore commensale. Et dès lors, il est important de limiter au maximum cette flore commensale, cette contamination par une flore commensale, car elle va interférer avec la manière dont les cultures bactériennes notamment vont pouvoir être interprétées. Et une bactérie contaminante pourrait venir masquer potentiellement un agent pathogène ou fausser complètement l'interprétation d'une culture. L'interprétation des analyses de microbiologie va varier en fonction de ces types de prélèvements. Pour des prélèvements provenant de sites normalement stériles, tout agent infectieux mis en évidence est significatif. Alors il faut quand même garder un regard critique parce qu'il est toujours possible qu'un contaminant se retrouve dans un prélèvement normalement stérile, soit par une mauvaise manœuvre lors du prélèvement ou une mauvaise manœuvre au cours de la prise en charge de l'échantillon, auquel cas on serait face à un faux positif, mais sinon, tout agent mis en évidence sur ces prélèvements est significatif. Par contre, pour les prélèvements qui proviennent ou qui passent par un site dans lequel est présent une flore commensale, il va falloir différencier l'agent pathogène des bactéries de cette flore commensale. Et donc là, il y a une expertise des lecteurs de bactériologie notamment qui doit être mise en œuvre. Et cela passe également par la quantification des agents pathogènes qui, s'ils sont en quantité supérieure à la flore commensale, sont très probablement significatifs. Si on considère le diagnostic des infections du tractus respiratoire inférieur, l'expectoration est le premier prélèvement qui vient à l'esprit car c'est le plus facile à réaliser. Néanmoins, il ne faut pas oublier que toute une gamme d'autres prélèvements sont réalisables pour faire le diagnostic d'une infection du tractus respiratoire inférieur. Au niveau des sécrétions bronchopulmonaires, on peut réaliser des prélèvements plus invasifs comme l'aspiration trachéobronchique ou le lavage broncho-alvéolaire, mais qui fourniront des résultats a priori de meilleure qualité qui sont le reflet de la situation vraiment au sein des poumons. D'autres prélèvements extrapulmonaires peuvent être réalisés pour le diagnostic des infections du tractus respiratoire inférieur. Tubage gastrique pour le diagnostic des mycobactéries, des hémocultures pour les pneumonies à Streptococcus pneumoniae, du liquide pleural, biopsie pulmonaire, mais également des prélèvements moins invasifs comme l'urine pour la recherche des antigènes de Streptococcus pneumoniae et de la Légionelle et éventuellement du sérum pour des recherches d'anticorps. À quel moment prélever? Si possible, le plus tôt dans le décours de la maladie, mais surtout avant toute administration d'antimicrobiens, si possible évidemment. Il faut savoir qu'une seule dose d'antibiotiques, même Péros, peut décapiter une culture. Et donc, si on veut avoir un rendement de culture efficace, il faut que les prélèvements microbiologiques soient réalisés avant l'administration d'antibiotiques. Dans le cas d'un traitement antibiotique qui serait déjà instauré et pour lesquels on voudrait vérifier par culture qu'on n'observe plus d'agents pathogènes, eh bien, il est nécessaire de respecter une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire d'arrêter l'antibiotique pendant une période de temps suffisante pour que les prélèvements, lorsqu'ils soient réalisés, ne soient plus affectés par des traces d'antibiotiques et que la culture puisse être contributive. C'est le cas notamment pour les endocardites ou les infections ostéo-articulaires. Dans la mesure du possible, il est recommandé que les prélèvements soient réalisés pendant les heures ouvrables du laboratoire, quand le personnel le plus compétent est présent. Mais évidemment, en cas d'urgence, il y a toujours une permanence qui est disponible si des prélèvements urgents devaient être pris en charge. Il est également recommandé dans certains cas de figure de prélever à des moments précis pour augmenter par exemple la sensibilité d'une détection de micro-organismes. C'est notamment le cas de la première urine du matin qui est plus concentrée pour le diagnostic d'une infection urinaire ou des prélèvements respiratoires matinaux qui ont un rendement meilleur pour la détection des mycobactéries. Les hémocultures,
On recommande d'en prélever 3 paires par 24 heures, idéalement. Ça dépend du contexte clinique. Et chez les enfants, le nombre et le volume de sang prélevé vont dépendre de l'âge. Comment prélever? La préparation au prélèvement et les éventuelles instructions données aux patients sont indispensables pour un prélèvement de qualité. S'il s'agit de réaliser une ponction à travers la peau, l'asepsie de la peau est indispensable pour le prélèvement d'hémoculture, mais de tout autre prélèvement stérile, comme du liquide céphalorachidien, des liquides divers ou des biopsies. Par ailleurs, pour le prélèvement de matrices qui doivent passer par un site contaminé par une flore commensale, comme les urines et les expectorations, toute une série d'informations à donner aux patients sont nécessaires. Si on prend l'exemple de l'expectoration, nous avons vu que c'était le prélèvement du tractus respiratoire inférieur le plus facile à réaliser, le plus fréquent, mais également le prélèvement le moins bon. Et donc, toute une série de recommandations sont à donner pour essayer que la qualité de ce prélèvement soit la meilleure. Donc, comme toujours, une absence d'antibiothérapie préalable au prélèvement, à jeun le matin pour avoir la meilleure concentration, en absence de toute cigarette, retirer les prothèses dentaires, se brosser les dents, se rincer la bouche avec du sérum physiologique ou de l'eau stérile. Et puis, après un effort de toux, avec l'aide éventuelle d'un kinésithérapeute, eh bien, essayer de expectorer un prélèvement profond sans qu'il soit contaminé par la salive. Pour mesurer la qualité des expectorations qui sont reçues au laboratoire, on peut utiliser le score de Bartlett, qui est un score basé sur l'examen microscopique après coloration de Gram qui est réalisé sur les expectorations. Et vous voyez qu'en fonction du nombre de cellules épithéliales et du nombre de leucocytes dans le prélèvement, on peut déterminer si on a un prélèvement de bonne qualité, comme celui-ci, dans lequel on va observer plus de 25 leucocytes par champ et moins de 10 cellules épithéliales. Il s'agit ici d'un prélèvement inflammatoire non contaminé par de la salive, ou si on est face à un prélèvement de mauvaise qualité, comme celui illustré sur la figure B, où on observe plus de 25 cellules épithéliales et une absence de leucocytes, signant un prélèvement non inflammatoire avec une contamination salivaire. Les prélèvements de classe 1 et 2 selon Bartlett sont des prélèvements de mauvaise qualité qui, logiquement, ne devraient même pas être mis en culture par le laboratoire. Et donc, ce pourcentage d'expectoration de mauvaise qualité peut constituer un indicateur qualité suivi par le laboratoire avec comme objectif de renforcer les informations aux préleveurs et aux patients si le nombre de prélèvements de mauvaise qualité était trop important. Concernant les prélèvements de plaies, il faut savoir que les frottis sont les moins bons prélèvements. S'il y a moyen de prélever du liquide ou du matériel plutôt qu'un frottis, eh bien c'est toujours plus intéressant. C'est valable pour les plaies, mais c'est également valable pour les pus d'origine diverses ou pour les prélèvements oculaires. Les urines sont des prélèvements fréquemment prescrits et collectés. Malheureusement, les informations sur les bonnes pratiques de prélèvement, qui sont souvent faites par le patient lui-même, sont rarement prodiguées. Ces recommandations sont toutes simples. Il s'agit de nettoyer avec de l'eau claire ou une lingette l'extrémité urétrale pour limiter la contamination par la flore génitale. Ces recommandations sont rarement données. On observe au laboratoire un certain pourcentage d'urine contaminée qui peuvent constituer un indicateur qualité.
Cet indicateur qualité a d'ailleurs été proposé par Cienzano lors d'une enquête qui a été menée l'année dernière, en 2025, sur les données 2024, où il était proposé aux laboratoires volontaires de renseigner le pourcentage d'urine contaminée observé dans leur hôpital ou dans leur laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme un échantillon d'urine contaminée? C'est tout échantillon d'urine qui présente une bactériurie, donc c'est-à-dire la présence de bactéries dans l'urine, sans pyurie, donc sans leucocytes dans l'urine. Et donc, vous voyez que ce pourcentage de contamination, ici chez les 32 laboratoires participants, varie entre 2-3% pour vraiment les bons élèves, mais peut atteindre les 40% d'urine reçue au laboratoire qui sont contaminées. Et donc, c'est un indicateur très intéressant à suivre. Les hémocultures sont également des prélèvements reçus en quantité au laboratoire et des prélèvements extrêmement précieux dont il est important de bien contrôler toute la phase préanalytique. Cela commence avec la prescription, les indications de prescription des hémocultures. Quand faut-il en faire? Donc, l'important, c'est de rappeler aux cliniciens qu'une évaluation clinique est nécessaire avant de demander des hémocultures pour pouvoir exclure une éventuelle cause non infectieuse qui expliquerait la symptomatologie du patient et aussi réfléchir à la rentabilité de ces hémocultures dans le contexte clinique précis du patient. Et donc, il faut informer les cliniciens sur les rendements des hémocultures et puis éviter surtout que des ordres fixes du style prélever 2 paires d'hémocultures si le patient fait de la fièvre et puis instaurer une antibiothérapie. Il faut éviter que ce type d'ordre fixe soit instauré. Pour vérifier que notre hôpital est dans les ranges acceptables en termes de nombre d'hémocultures prescrites, on peut mesurer comme indicateur le nombre d'hémocultures prélevées par 1000 jours d'hospitalisation patient. Les recommandations de la Société américaine de microbiologie sont d'un nombre de 103 à 188 paires d'hémocultures prélevées pour 1000 jours d'hospitalisation. Une fois la prescription faite, le prélèvement des hémocultures est également très important. Il faut toujours prélever au minimum 2 paires d'hémocultures, c'est-à-dire 4 flacons, pour avoir une sensibilité suffisante et permettre une interprétation adéquate des résultats qui seront fournis. Un indicateur qui peut être mis en place est le pourcentage de paires uniques prélevées. Concernant le volume de sang prélevé, donc 10 ml par flacon sont recommandés chez un adulte. Comme on prélève 4 flacons au minimum, 40 ml de sang prélevés sont recommandés. Un indicateur proposé peut être le pourcentage de flacons sous-remplis, donc dans lesquels moins de 8 ml de sang sont présents. Cet indicateur est également proposé par Cienzano dans son évaluation nationale et vous voyez que parmi les 12 laboratoires qui ont répondu à l'enquête en 2025, eh bien, le pourcentage de flacons d'hémoculture sous-remplis va varier entre 5% et 60%, voire même 70% des flacons d'hémoculture sous-remplis. La procédure de prélèvement et notamment l'asepsie au niveau du point de ponction sont des points très importants pour la qualité des hémocultures qui vont notamment influer sur le taux de contamination de ces hémocultures. Donc une contamination, c'est lorsqu'une bactérie, en général de la flore cutanée, se retrouve au niveau du flacon d'hémoculture et n'intervient pas, ne joue pas un rôle dans le problème clinique du patient. Les recommandations américaines sont un taux de contamination inférieur à 3%, idéalement inférieur à 1%.
Cet indicateur est également proposé comme suivi par Ciensano et vous voyez ici que pour l'année 2025, parmi les 26 laboratoires participants, le taux de contamination était entre 0 et 5% pour la majorité des laboratoires. Et il y a ici un laboratoire qui semble avoir, à mon avis, rendu des résultats aberrants. Et donc cet indicateur est très important à suivre et des renforcements sur les bonnes pratiques de prélèvement peuvent être mis en place dans les unités les plus concernées par la problématique de contamination pour essayer de réduire ce pourcentage de contamination qui d'une part va avoir des conséquences négatives pour le patient, avec la nécessité de contrôle d'hémoculture ou peut-être d'erreurs de diagnostic et des conséquences également sur le laboratoire avec une surcharge de travail pour des prélèvements contaminés. Une fois que les prélèvements sont faits, ils peuvent être transmis au laboratoire dans un contenant approprié qui doit être étiqueté correctement avec le nom, le prénom du patient, idéalement la date et l'heure de prélèvement. Alors, les prélèvements recommandés sont des récipients et pots stériles pour l'envoi de tout matériel ou liquide biologique. Ça peut également être dans des seringues, la seringue qui a servi à faire le prélèvement, moyennant que l'aiguille ait été retirée et qu'un bouchon ait été apposé. C'est un prélèvement qui est un contenant qui est tout à fait acceptable, qui permet de conserver les liquides biologiques et les pus dans une atmosphère qui contient peu d'oxygène et qui donc va favoriser la survie des bactéries anaérobies. Les écouvillons avec milieu de transport et conservation, on a vu que, en tout cas pour certains prélèvements de plaies, d'affections ostéo-articulaires, ce ne sont pas les prélèvements privilégiés, mais ils peuvent néanmoins être réalisés avec des dispositifs comme les e-swab qui contiennent des milieux de transport. Ce sont également des prélèvements qui vont être réalisés pour tout ce qui est frottis pharyngés, frottis génitaux. Et puis les flacons pour hémoculture, les flacons qui sont adaptés pour la culture aérobie, anaérobie, mais également pour la recherche de mycobactéries ou de champignons. Alors, les prélèvements doivent être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire. Donc, on recommande toujours moins de 2 heures à température ambiante. Si on est sur un site excentré ou qu'il n'y a pas une possibilité d'envoyer les prélèvements directement au laboratoire, ils peuvent être conservés 24 heures à 4 degrés avec certaines exceptions. Donc, si on a un prélèvement dans lequel peuvent se trouver des bactéries fragiles, comme le méningocoque ou le pneumocoque dans du liquide céphalorachidien, le Neisseria gonorrhoeae dans un prélèvement génital, des hémocultures, etc. Ceux-là, on ne va pas les mettre au frigo, on va les conserver à température ambiante, voire dans un incubateur pour le liquide céphalorachidien. Les prélèvements précieux, idéalement, il faut essayer qu'ils soient prélevés durant les heures ouvrables pour être pris en charge de la manière la plus compétente possible et la plus rapide possible. Néanmoins, ce sont des prélèvements qui peuvent arriver en urgence et il y a toujours une permanence qui peut prendre en charge les échantillons. Et donc, la rapidité de transfert au laboratoire, elle va être importante pour éviter la mort des bactéries fragiles, comme le méningocoque, le pneumocoque, le gonocoque, l'Haemophilus influenzae, mais aussi elle est importante pour réduire la multiplication des contaminants. On a vu que dans l'urine, dans les prélèvements respiratoires, il peut y avoir des contaminants qui vont se multiplier dans un prélèvement qui est conservé trop longtemps ou à une atmosphère non adaptée et qui pourrait masquer la présence des réels pathogènes. Pour terminer, il y a toute une série de prélèvements qui vont être non conformes, que ce soit pour la microbiologie spécifiquement, mais aussi dans certains cas, quel que soit le laboratoire, un prélèvement non identifié, une discordance entre le nom du patient sur le prélèvement et sur la demande d'analyse, un volume insuffisant, ça peut être le cas lorsque des matrices comme du liquide céphalorachidien ou du liquide articulaire sont prélevées.
Si on observe que les conditions de transport ont été inappropriées, que ce soit la température de conservation et de transport, le délai entre le prélèvement et l'arrivée au laboratoire, le milieu de transport qui était inadéquat, s'il y a des fuites de prélèvement qui coulent, tout ceci peut conduire à des résultats erronés et ça fait donc l'objet d'une non-conformité. Alors en microbiologie, si trop de prélèvements sont réalisés lors d'une même journée, par exemple plusieurs prélèvements d'urine, plusieurs prélèvements d'expectoration, cela peut également faire l'objet d'une non-conformité. Et certains prélèvements, comme les sondes urinaires, qui sont toujours colonisés et dont l'analyse est non contributive, ne devraient pas être acceptés par les laboratoires. Alors, si nécessaire, lorsqu'on a un problème de non-conformité avec un prélèvement précieux, on peut prendre un contact avec le clinicien et en fonction du type de prélèvement, décider soit de reprélever, soit de quand même réaliser les analyses, tout en mentionnant qu'on a eu une non-conformité observée sur ce prélèvement. Et donc, le pourcentage de non-conformité à la réception peut également constituer un indicateur qualité à suivre. En conclusion, le biologiste clinique, il est responsable des 3 phases de réalisation d'un examen de biologie médicale et notamment de toute la phase préanalytique. Celle-ci commence par la revue, la validation des prescriptions médicales, le prélèvement de l'échantillon, le recueil des éléments cliniques pertinents et la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon jusqu'au début de l'analyse. Il est donc de la responsabilité du biologiste clinique de fournir des feuilles ou des logiciels de prescription médicale détaillés, de préparer un manuel de prélèvement qui reprendra toutes les informations sur comment réaliser le prélèvement, avec quel dispositif, comment le conserver, comment le transférer au laboratoire. Et puis mettre en place des indicateurs qualité qui permettront de suivre la qualité des différentes étapes. Donc je vous en ai cité certains lors de cette présentation. C'était non exhaustif et chaque laboratoire peut implémenter les indicateurs qui lui semblent utiles pour contrôler les phases préanalytiques mises en œuvre dans son laboratoire. Je vous remercie pour votre attention.